À un moment donné, tout ça m'a fait penser à prédation. Et je me suis demandé si vous étiez allé voir du côté de Darwin. Alors, Darwin, non, parce que j'explique le saut que j'ai fait pour... en fait, avec cette théorie de l'évolution, on peut penser que les humains étaient des animaux plus évolués dans la nature, mais si la société actuelle est plus encline à des pulsions de mort, est-ce qu'on serait plutôt dans la prédation, mais on l'aurait oublié? Et est-ce que ce serait la faute de Darwin avec sa théorie, finalement? Il faudrait que je me replonge, ou même que je me suis jamais vraiment plongée dans Darwin, donc il faudrait que je le fasse. Mais ce à quoi ça me fait penser votre intervention, c'est beaucoup d'études en philosophie politique qui ont évoqué que l'homme à l'état de la nature est tout à fait un prédateur. Et que... mais l'homme avec l'homme? Oui. C'est un prédateur. On a notamment, vous connaissez peut-être le philosophe Hobbes, qui a notamment dit que l'homme était un loup pour l'homme et qui a vraiment construit toute une théorie. Et on est vraiment sur ces études que si on n'arrive pas... Bon, alors lui, il a une option un peu particulière, c'est qu'il dit finalement on ne peut arriver à vivre ensemble si on met un harceleur, le Léviathan, au-dessus pour tenir un petit peu tout ça, parce que vraiment c'est n'importe quoi les pulsions. Ça serait le grand sadique en chef, quoi. Le grand sadique chef, voilà, c'est ça. Dans cette théorie un peu particulière, mais au moins sur l'état de nature, oui, que c'est un état pulsionnel où et de toute façon, dès que les personnes sont insécurisées, elles vont reconsidérer leur intérêt personnel avant l'intérêt collectif et puis ne vont pas hésiter à écraser le voisin, même des personnes qui seraient tout à fait autrement dans un autre contexte. Et donc la question, c'est est-ce qu'on encourage ça ou pas? Et on le voit dans les génocides. Bien sûr. Je reprends un exemple qui m'avait beaucoup frappé. Un jour, je regardais un documentaire, toujours le soir, où j'atterris devant la télé, où je suis fatiguée. Des fois, c'est intéressant. Et là, c'était intéressant. Et c'était un documentaire sur l'invasion chinoise à Nankin en 1936, où ils ont fait vraiment n'importe quoi, avec du racisme anti-chinois, enfin, vraiment des actes de barbarie extrêmement forts. Et il y avait le journaliste qui interviewait des Japonais encore en vie, et qui avaient participé à ces massacres. Alors en même temps, l'empereur japonais avait drogué les militaires pour qu'ils arrivent plus à commettre des actes barbares. Et il y avait une personne qui avait été celle-là qui disait mais oui, mais à l'époque c'était possible parce que c'était dans un autre environnement. Maintenant, actuellement, non, je ne le ferai pas. C'est un autre contexte. Et la question c'est est-ce qu'on a des barrières suffisantes pour ne pas faire, ou dès qu'on autorise finalement, eh bien oui, là tout le monde y va finalement. Très peu résistent intérieurement à tout ce qui se passe quand l'espace collectif est insécurisé au niveau des barrières. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres interventions? Moi j'en ai une, ça me vient comme ça. Je me dis, avec justement l'éducation des enfants aujourd'hui, on parle que souvent on est en train de faire une génération de petits tyrans, d'enfants rois, d'enfants téflon, en tout cas toutes les... Téflon, vous dites? Téflon, oui. Téflon. Téflon, ça veut dire que c'est ça, exactement. Intouchable. C'est les casseroles téflon qui sont... Il n'y a rien qui colle. Qui sont résistantes. Absolument, il n'y a rien qui colle. Donc l'éducation non plus, les valeurs non plus. Je me disais, à ce moment-là, si on est en train de faire ça, peut-être malgré nous, on ne le souhaite pas, mais c'est ce qui arrive, on n'est pas en train de créer une génération d'harceleurs au bout du compte, là, avec le peu d'interdits qu'on rencontre dans les entreprises, les relations interpersonnelles déviées dans les milieux de travail, cette génération-là qui monte. Angoissée plutôt. Ouais, oui, et puis ils sont très angoissés, les tyrans. Les enfants tyrans sont très angoissés. Parce que dans l'éducation, c'est les limites qui sécurisent. Si on peut tout faire, alors jusqu'où? Alors si je peux tout faire, c'est aussi qu'on peut tout me faire. Oui.
Puis justement, est-ce qu'on n'est pas en train de... Alors, je crois qu'il y a peut-être aussi quelque chose, moi, que j'observe beaucoup avec mes patients, c'est que les parents, même quand ils veulent très bien faire et qu'ils ont eu une éducation tout à fait cadrée, ils se retrouvent débordés par deux choses. Déjà, ils se retrouvent débordés par leur situation professionnelle, qui est de plus en plus inquiétante, de plus en plus fragilisée, de plus en plus vulnérable, qui crée des angoisses, des dépressions, des choses comme ça, donc eux-mêmes sont en difficulté. Ils sont également beaucoup attaqués dans leur rôle de parents. Alors, c'est-à-dire qu'on ne les légitime plus au niveau du discours social dans leur rôle de parents. Nous, en France, on a beaucoup de conflits entre les professeurs et les parents, et les professeurs qui disent « Oui, mais vous, donc quand il est à l'école, c'est moi qui décide, c'est pas vous », etc. Donc on est dans des situations comme ça tout à fait... alors que, précisément à ce moment-là, il faudrait tenir un discours cohérent. Mais on montre à l'enfant qu'en réalité, le discours, il est tout sauf cohérent. Et puis, une troisième chose qui, à mon avis, insécurise beaucoup la position des parents, même quand ils voudraient bien faire, c'est que d'autres parents se sont laissés déborder. Donc du coup, les enfants, à l'école, eh bien, ils rentrent et disent « Oui, mais machin, il a la dernière console de truc, et moi, si je ne peux pas être exclu, il faut que j'ai la dernière console de machin, et, etc., etc. » Et donc le parent, il se retrouve là, coincé dans la culpabilité, mais je suis un mauvais parent si je n'offre pas la super console de truc à mon fils ou à ma fille, parce que tous les autres l'ont. Et donc, on est coincé là-dedans. Et peut-être une quatrième chose, qui à mon avis est tout à fait inquiétante, c'est l'utilisation de la publicité qui interpelle les enfants à un moment où on n'est pas, où les enfants ne sont pas encore construits pour savoir faire la différence, alors déjà entre la fiction et la réalité. C'est que nos barrières conscientes qui vont nous dire attention, ça c'est de la fiction, parce que sinon nous inconsciemment on récupère toutes les charges traumatiques et puis on n'arrive pas à faire la différence. L'enfant n'est pas construit, il n'a pas encore la construction pour faire la différence, et il n'a pas non plus la construction suffisante pour avoir intégré la sexualité génitale. Et alors là, les effractions par les images, elles sont permanentes, permanentes, sans forcément tomber dans la grande pornographie, mais les enfants sont systématiquement, en tout cas chez nous en France, au niveau de la télévision, ils ouvrent une scène violente et ils ne sont pas capables de faire le tri. Alors ça c'est pour les images, mais également pour la publicité. La publicité, c'est une entreprise de manipulation des enfants. Et quand on veut, il y a des études qui montrent, qui essayent de démontrer comment est-ce qu'on peut faire pour que l'enfant aille tanner ses parents pour avoir le dernier truc. Alors comment est-ce qu'on peut l'influencer, le manipuler pour qu'il aille demander le dernier chocolat machin ou la dernière poupée, etc. Et ça aussi, c'est une responsabilité sociale immense, à mon avis, et là les parents sont impuissants par rapport à ça. Ils sont complètement coincés. Donc la position parentale, elle a été aussi extrêmement fragilisée. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Moi, j'ai une question par rapport au milieu de travail. Vous avez parlé tantôt des différences entre autorité et autoritarisme. Comment voyez-vous le rôle du syndicalisme au travail, des relations de travail? Parce qu'on sait que le syndicalisme compte beaucoup et repousse l'autorité et l'autoritarisme aussi. Mais on ne fait pas toujours la différence entre les deux. Et ça peut devenir comme un empêchement ou une barrière au règlement sur cette psychologie. Le syndicalisme? Oui. Alors, en théorie, dans l'idéal, le syndicat, c'est un contre-pouvoir. Et c'est très important d'avoir des contre-pouvoirs pour pouvoir avoir des espaces de discussion. Parce que et c'est important que les syndicats remplissent ce rôle-là, c'est-à-dire de contestation, pour pouvoir avoir ensuite un espace de dialogue qui permette d'avancer sur les choses. Alors, la question, c'est l'équilibre des pouvoirs, l'équilibre entre le pouvoir en place et le contre-pouvoir syndical. Alors le problème, c'est quand le pouvoir en place est totalement démesuré par rapport au pouvoir syndical, au contre-pouvoir syndical. Mais le problème aussi, des fois on rencontre ça, c'est quand le pouvoir syndical est démesuré par rapport au pouvoir en place. Et donc ça, quelle que soit à l'intérieur la compétence des personnes, de toute façon c'est une question d'équilibre. Il faut arriver à trouver cet équilibre qui va permettre le dialogue. Donc c'est vrai que dans les deux sens, il peut y avoir des dérives dans
Donc ça, on le rencontre. Moi, j'ai des exemples pour les deux cas. Alors, peut-être plus souvent, en revanche, actuellement en France, le cas où c'est le contre-pouvoir qui est diminué. Hein. D'autres interventions? Oui. Je ne me suis pas beaucoup tournée vers vous. J'étais coincée. Je vais essayer de formuler correctement. Ça serait comment faire pour restaurer l'autorité quand déjà l'autorité au-dessus, dans la hiérarchie, n'a pas la légitimité. Comme on parlait de savoir qui c'est, finalement, aller chercher reconnaître l'autorité de la personne qui a le savoir, mais aller savoir qui c'est. Je vais parler pour un professeur, par exemple, qui arrive dans une classe où déjà les enfants ne reconnaissent pas le directeur de l'établissement, ou les éducateurs qui arrivent dans un établissement où déjà les enfants ne reconnaissent pas non plus. C'est-à-dire que le professionnel doit être en accord quand même avec son institution, mais est-ce qu'il est possible, comment il va arriver à restaurer cette autorité-là auprès d'un enfant, que ce soit à l'école ou dans un foyer ou n'importe, sans se détacher de l'institution, mais qui, elle, déjà n'est pas reconnue par l'enfant? Alors, je vais essayer de répondre, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses dans votre question. Alors, oui, le professionnel, vous dites, il ne doit pas se détacher de l'institution. Mais si l'enfant ou l'adolescent ne reconnaît pas la légitimité de l'institution, il y a peut-être des raisons. Et parfois, pour récupérer de l'autorité, il faut aussi accepter de remettre en cause son institution. Je pense notamment si une institution a des dérives autoritaires, etc. Alors, en ce qui me concerne, parce que j'en vois passer des enfants et des adolescents, et pas souvent très tendres, l'autorité, elle se met en place par les limites qu'on pose et le cadre qu'on pose, et dont on exige le respect, et dont on montre que soi-même, on le respecte. Et si, d'une certaine façon, l'institution, par exemple, elle exige tout de l'enfant, elle ne lui donne aucune contrepartie. Vous savez, nous en France, on a la question du vouvoiement et du tutoiement. Et c'est aussi une vraie question. On dit à l'adolescent, alors l'enfant il doit tutoyer, il doit vouvoyer l'adulte, l'adulte tutoie l'enfant. Hein. Et puis l'adolescent il devient adulte, donc à un moment donné, il va falloir arrêter de le traiter comme... et ça, c'est par exemple quelque chose sur lequel les adolescents sont souvent très susceptibles. La question du vouvoiement, du tutoiement. Et je pense déjà en respectant, en apprenant les limites, en montrant le cadre, c'est ça, en sachant aussi que le cadre, il va faire l'objet d'attaques. Mais la question des attaques, derrière la question des attaques, c'est est-ce que le cadre, tu le tiens? Alors, je prends un petit exemple simple. Moi, la règle dans mon cabinet, quand je reçois des enfants, c'est qu'il y a un espace de jeu, mais la règle, c'est que quand on met le désordre, on a le droit de mettre le désordre, alors on reste dans l'espace de jeu, l'espace des enfants et l'espace des adultes. On n'a pas le droit d'aller dans l'espace des adultes, ce n'est pas autorisé, et les adultes n'ont pas le droit d'aller dans l'espace des enfants, ce n'est pas autorisé. Alors, dans cet espace des enfants, il y a tout un coin de jeu, donc les enfants ont le droit de mettre le désordre le plus complet dans leur espace, du moment qu'ils rangent à la fin. Et en général, il y a toujours une très grande négociation pour ranger à la fin. Et jusqu'à, mais oui, mais bien sûr, mais jusqu'à d'énormes caprices incroyables, l'enfant qui va tirer son parent, mais je peux pas, le parent qui est pressé parce qu'il a rendez-vous après, donc il va vouloir ranger à la place de son enfant, donc l'enfant qui a gagné, etc. Et là, en fait, c'est un test. C'est est-ce que la règle que tu m'as donnée, elle tient sur la durée? Alors moi, souvent, je dis, mais pas de problème, alors que moi j'ai des consultations après. Pas de problème, on tient toute la nuit, si tu veux, on reste là toute la nuit, tant que tu n'as pas rangé. Et donc l'enfant, à un moment donné, est coincé. Je peux l'aider à ranger, mais c'est pas moi qui le ferai. Et c'est très important, c'est un apprentissage que finalement, là où il a mis le désordre, il va falloir qu'il répare ou qu'il mette de l'ordre. Et ça, ce que je veux dire par là, c'est que le respect des règles, il doit être tenu. Et je crois que déjà la position d'autorité, c'est ça. Et peut-être arrêter la question de se dire est-ce que j'ai le droit ou pas de remettre en question l'institution. L'autorité, c'est un rapport de personne à personne. Ce n'est pas un rapport d'institution à une personne, un rapport de personne à personne. Hein. Il y a des personnes qui, dans la même institution,
qui peut ne pas venir en n'ayant pas annulé le rendez-vous, alors que la règle de départ, c'est qu'un rendez-vous, si on ne vient pas, ça s'annule. Et tout ça. Et donc tout ça, c'est testé en permanence. Parce que ce qui est testé derrière, c'est est-ce que les règles que tu me donnes, elles sont toujours valables? Et si elles sont valables, alors effectivement, c'est sécurisant, on peut faire quelque chose ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à votre question, s'il y a des choses que vous voulez peut-être Non, encore ça a répondu à la façon dont je posais ma question. En tout cas, ça a éclairci déjà ma question. Oh, c'est parfait. Mais tout ça, ça me fait penser aux règles contre le harcèlement moral où ils sont aucunement respectés. Il y a des règles, il y a des lois, et puis personne ne les respecte, donc tout le monde les transgresse. Et puis... Et le pire, c'est quand on voit que la justice, c'est-à-dire ce qui est censé justement venir mettre du droit, de l'autorité, de l'universel, ne se saisit pas de la reconnaissance du harcèlement dans les plaintes qui peuvent être déposées. Donc ça, c'est absolument terrible. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ordre, en tout cas pour les personnes harcelées, d'ordre du monde qui soit sécurisant, protecteur. Et c'est tout ça qu'elle investit dans la justice. À un moment donné, j'ai été attaquée profondément dans le sens des choses, dans mes idéaux, etc. Je viens porter une plainte en justice. Ça veut dire que je viens demander à la société, à l'universel de reconnaître le préjudice que j'ai subi, parce que ça me redonnera la cohérence, la protection du monde, le sentiment que j'ai le droit d'exister là, l'endroit où je suis. Et quand ces plaintes n'aboutissent pas, c'est assez terrible en fait, hein, dans la façon de se représenter les choses et de les vivre pour les personnes qui ont été harcelées effectivement. D'autres Moi, j'avais, par rapport à l'autorité, vous parliez tantôt que par rapport aux enfants, c'est de les civiliser, de les amener à comprendre le principe d'autorité. Mais quand on interagit avec un enfant, est-ce que c'est un peu, si je reprends l'exemple que vous venez toujours de soulever avec la salle de jeu, est-ce que c'est un peu un transfert interactionnel aussi d'autorité? Je redonne l'autorité à l'enfant, je reprends l'autorité, je lui redonne, jusqu'à ce que ça revienne au chef, si on veut, qui est le parent, qui est la figure d'autorité. Mais au même titre qu'une équipe, si on prend ça au niveau professionnel, le chef de l'équipe, s'il veut civiliser son équipe, est-ce que c'est pas un peu comme une course à relais? Une course, hein? Une course à relais de transférer l'autorité. C'est un apprentissage d'autonomie, c'est-à-dire que par exemple, si je prends l'exemple de cet enfant qui va devoir manger, il apprend tout seul à s'autonomiser. Si je prends l'exemple de la règle, par exemple, la maman qu'on a marre de faire les machines à laver, qui va dire à son adolescent, mais tu vas maintenant faire la machine à laver. Donc elle va le contraindre un petit peu, elle va lui dire, écoute, maintenant j'en ai marre, tu apprends à être autonome. Eh bien, en fait, c'est un instrument pour lui donner à un moment donné d'autonomie. Donc, mais si on lui dit, ah, mais t'inquiète pas, je vais te prendre en charge, je vais tout te faire, je te materne jusqu'à la fin de tes jours, en général, nous on appelle ça des tanguis chez nous, hein, c'est-à-dire des jeunes qui s'en vont jamais, parce qu'on ne leur a pas appris à être autonome. Donc, il y a un transfert d'autonomie, c'est qu'un transfert d'autorité, c'est pas une position, hein, c'est un transfert de compétences, de savoir, d'apprentissage, d'autonomie, c'est tout ça. Donc de donner des outils effectivement et de respecter effectivement l'espace de chacun. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup à ma question. C'est d'emmener l'autre à vivre l'expérience d'autonomie, d'autorité. Est-ce que vous considérez que l'autorité comme une forme d'autonomie, vice-versa, l'autorité, l'autonomie? Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, peut-être pas insister, mais l'autorité, elle vise à apprendre l'autonomie, oui. Et l'autonomie, c'est apprendre l'effort, c'est apprendre que, par exemple, si je veux quelque chose qui ne s'obtient pas facilement, il va falloir que je me donne les moyens. Parce que si... et c'est vrai que maintenant, on observe beaucoup d'enfants qui vont être capables de faire un effort immédiat, parce que dans l'effort, ils ont du plaisir, mais faire un effort pour quelque chose, ils vont avoir du plaisir après, mais l'effort leur coûte, ils ne sont plus capables, ils ne sont pas capables. Donc on les prive, là, si on ne leur a pas permis d'apprendre ça, on les prive de beaucoup d'autonomie. Donc c'est un transfert d'autonomie, c'est un apprentissage d'autonomie. C'est ça l'apprentissage de la civilisation, c'est l'apprentissage de l'esprit critique, d'autonomie, de capacité à penser par soi-même, à se gérer soi-même, à
la réponse au même de ses actes, et pas réfugié dans le collectif, oui, mais le plus grand nombre, il a pensé ceci ou cela. C'est un transfert, ce n'est qu'un transfert d'autonomie, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres